La Formule 1, c'est le rêve de beaucoup de pilotes. Peu d'entre eux y parviennent et encore moins s'y font une place. Ainsi, bien qu'ils aient atteint l'élite de la course automobile, certains sont oubliés. Vous l'avez compris, c'est le deuxième épisode de Pilote oublié. Encore une fois, c'est toujours difficile de choisir parmi la longue liste de pilotes. Je rappelle une nouvelle fois que tout ceci est subjectif, car si certains noms n'évoquent rien pour les uns, pour d'autres, ils sont encore frais dans les mémoires. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir fait autant de propositions dans les commentaires du premier épisode, et je vous invite à faire de même. Je précise, malgré tout, que selon mes critères, j'ai du mal à considérer les vainqueurs de Grand Prix comme oubliés, du moins pour la plupart. C'est pourquoi je pense faire des épisodes spéciaux de ce format, par nationalité, par prénom pourquoi pas, ou par vainqueur de Grand Prix. Bref, on démarre. On commence avec l'un des acteurs de 1990, le bras de fer, discret, certes, Paolo Barilla. Oui, Barilla comme la marque de pâtes. L'histoire de Paolo Barilla débute à Milan le 20 avril 1961 et il est justement l'un des héritiers de Barilla, la marque de pâtes fondée en 1877 par Pietro Barilla. Cela dit, l'entreprise est vendue en 1971, alors les perspectives mercatiques de Paolo sont réduites. Heureusement pour lui, il a une autre passion et il débute le karting en 1975 en Italie. Nous sommes encore qu'au début de cette discipline et Paolo va s'illustrer en décrochant le titre 76. En 80, il débarque en monoplace en Formula Abarth, l'ancêtre de la F4 italienne, avant de passer en F3 l'année suivante. En 2 saisons, il réalise quand même des résultats honorables avec quelques victoires, mais rien de transcendant. Il passe néanmoins le cap de la F2 en 82 où il rejoint Minardi. Malheureusement, Paolo ne brille pas et doit changer ses plans en termes de cette saison dans l'antichambre. Direction donc le championnat du monde d'endurance où Paolo trouve refuge chez Lancia. À ce moment-là, les principaux adversaires de Porsche. Donc pas trop mal comme reconversion. Pas trop mal, c'est sûr, mais les LC2 sont loin des 956 et plus tard 962C. Barilla ne se contente que de quelques places d'honneur et découvre donc les 24 heures du Mans des 83 avec Alessandro Nannini et Jean-Claude Andruet. Mais il abandonne. Pareil l'année suivante avec Mauro Baldi et Hans Sayer, mais en 85, le rêve est possible car il rejoint le team Yost sur Porsche 956. L'équipe est la voiture victorieuse de l'édition 84. Dans la Sarthe, cette Newman numéro 7 réitère son exploit de 84 et en compagnie de Klaus Ludwig et Louis Craigs, dit John Winters, Paolo Barilla remporte les 24 heures du Mans. Un accomplissement énorme qui lui donne un petit peu de visibilité. Et grâce à de bons soutiens, Paolo peut faire globalement ce qu'il veut. C'est pourquoi il s'acquitte d'un double programme Endurance F3000 des 86 et cela dure plusieurs saisons. Il fait même un tour en F3 japonaise en 89 avant de voir les portes de la F1 s'ouvrir. Notons qu'en plus des 24 heures de 85, il remporte 2 autres victoires en endurance lors des 1000 km de Fuji 86 et 89. Notons également une honorable deuxième place aux 12 heures de Sebring 88. Principalement par ses finances, même s'il n'est pas un mauvais pilote, Paolo Barilla retrouve Giancarlo Minardi et il fait ses débuts en Formule 1 lors du Grand Prix du Japon 89. Remplaçant Pierluigi Martini blessé, il se qualifie à une belle 19e place avant de voir son embrayage cassé dès le départ. Paolo n'en démord pas et au terme de négociations intenses durant l'hiver, il obtient un volant pour 90. Barilla débarque donc à plein temps en Formule 1 et il faut dire que son début de saison est plutôt encourageant, même si Martini conserve un net avantage. Mais à partir du Grand Prix de France, les choses se gâtent pour l'Italien qui perd du terrain et peine à se qualifier pour les Grands Prix. De plus, Paolo commence à être démotivé et il est un petit peu poussé vers la sortie par le prometteur Gianni Morbidelli. Au terme du Grand Prix d'Espagne, dernier Grand Prix avant la tournée aux Antipodes, Barilla est écarté et quitte donc la Formule 1 après seulement 15 engagements et 9 départs. Après son passage dans l'élite, Paolo refera quelques apparitions plutôt timides en sport automobile avant de se reconvertir dans le business. Vendue en 1971, l'entreprise familiale est reprise en 1979 et dans les années 90, le président et petit-fils du fondateur décède et ses enfants que sont Guido, Luca et Paolo reprennent donc la boîte. Arrière-petit-fils du fondateur, Pietro, Paolo occupe donc l'un des principaux postes de la marque italienne. Il fera même un court passage en tant que PDG. De vainqueur des 24 heures du Mans à PDG du leader mondial des pâtes sèches en passant par la Formule 1,
Pas mal comme carrière. Quand on évoque Winkelhock en sport automobile, on a trois possibilités. Manfred, Joachim et Marcus. Respectivement le père, le frère et le fils. J'ai prévu de faire une vidéo sur les familles en sport automobile, et bien sûr les Winkelhock seront dedans. Mais pour l'heure, on va parler de Marcus, qui en un seul Grand Prix a trouvé le moyen de se faire remarquer positivement. Marcus Winkelhock est né le 13 juin 1980 à Stuttgart. Il est donc le fils du regretté Manfred Winkelhock, auteur de 47 départs en Grand Prix, qui s'est tragiquement tué lors des 1000 km de Mosport en 85. Malgré la disparition de son père, Marcus rêve de devenir pilote à son tour et son oncle, Joachim, brillant en tourisme et notamment en DTM, va l'aider. Contrairement à la majorité des pilotes, Marcus ne débute pas par le karting mais par la monoplace. En Formule Koenig, ce petit championnat allemand où il fait ses armes en 98. Très vite, Marcus passe en Formule Renault allemande et Eurocup et se confronte donc directement à un haut niveau. En 2 saisons, Marcus réalise de bonnes choses avec de bons résultats. 4e du championnat allemand et européen, il rejoint donc les rangs de la F3 allemande qui devient européenne en 2003. Il décroche un total de 6 victoires en 3 ans avec une 4e place au général durant sa dernière année comme meilleur résultat au classement. Pas mal. Mais en 2004, Marcus surprend par un choix étonnant. Il quitte les rangs de la monoplace pour une petite équipe de DTM engageant une Mercedes CLK dépassée. Clairement, il y avait mieux à faire et il passe 1 an dans l'anonymat. C'est clairement un move dangereux à ce stade et il parvient à se sortir de ce mauvais pas en rejoignant en 2005 le World Series by Renault en 3 litres 5, l'autre antichambre de la F1 avec le GP2. Heureusement, cette catégorie réussit plutôt bien et Marcus prend son premier podium de sa 2e course. Il s'impose ensuite à 3 reprises entre Le Mans, Donington et Monza et termine 3e au championnat. Un très bon résultat qui attire les regards. En effet, Jordan est racheté par Midland et ce dernier convie l'Allemand à un test à Jerez. Marcus réalise un bon travail et devient pilote essayeur pour 2006. Ce poste de 3e pilote devient son programme principal et Winkelhock s'applique. Il dispute 4 FP1. Malheureusement, la porte des Grands Prix ne s'ouvre pas et le duo Albers-Montero ne change pas durant la saison. Marcus est cependant conservé en 2007 et garde l'espoir de disputer plus d'une séance officielle lors d'un week-end. Il faut être patient et les choses tournent à son avantage après Silverstone où Albers est remercié. Le Grand Prix suivant est le Grand Prix d'Europe au Nürburgring et Marcus va piloter la Spyker numéro 21. Ainsi, les Oranges ont un duo 100% allemand pour le Grand Prix d'Europe dans l'Eifel. Mais bon, au vu de la performance de la voiture, il sera difficile de briller pour Marcus. En qualification, il est 22e et dernier, très loin de son équipier Sutil, 1 seconde 5 derrière. Et pourtant, cet Allemand va être le héros de la course. Sur la grille, le ciel devient de plus en plus menaçant, et Winkelhock, qui connaît bien les lieux, prend le pari de rentrer au stand à la fin du tour de formation pour chausser des pneus pluie. Il est le seul à le faire alors que la pluie commence à tomber. La piste est rapidement détrempée et tous les pilotes rentrent au stand au terme du premier tour. Tous sauf Winkelhock qui prend donc les commandes de son Grand Prix à domicile. Impensable mais bien réel. Derrière lui, c'est le chaos. L'averse et les nombreux accidents provoquent l'intervention de la voiture de sécurité. Tous les autres rescapés sont maintenant chaussés de bons pneus et Winkelhock ne peut résister à la relance. Son intérim en tête prend fin. Malheureusement pour lui, sa carrière en Grand Prix s'arrête après 13 tours sur ennui hydraulique. C'est terminé pour le 3e Winkelhock de l'histoire de la Formule 1 qui a cependant marqué les esprits grâce à ce choix stratégique avisé. Il est remplacé dès le Grand Prix suivant par Shakon Yamamoto et ses soutiens nettement plus importants. En fin de saison, Spyker est racheté par Vijay Mallya pour devenir Force India et Marcus perd son rôle d'essayeur. Comme son oncle et comme tout bon pilote allemand qui se respecte, il rebondit en DTM avec une Audi du team Rosberg de Keke. Il effectue 3 saisons complètes, soit un peu plus de 30 courses, mais ne parvient pas à s'illustrer comme il le voudrait. Il entre quelques fois dans le top 10 et prend 2 4e places comme meilleur résultat en 2009. Marcus poursuit donc en GT. D'abord en GT1 avec Lamborghini et Mercedes, où il retrouve le chemin de la victoire, devenant même champion en 2012, et il effectue la transition de ce championnat en 2014 lorsque ce dernier devient le Blancpain. Aujourd'hui, GT World Challenge. Marcus retrouve Audi et joue régulièrement devant. En format endurance, il prend 3 victoires dans les prestigieuses 24 heures de Spa en 2017 avec Jules Gounon et Christopher Haas, année où il obtient le titre de l'Intercontinental GT Challenge.
En format sprint, Vinkelhock réalise une très belle saison 2018 avec le Saint-Eloch. Marcus remporte 5 victoires et prend un nouveau titre. Notons que durant les années 2010, Vinkelhock a participé à plusieurs reprises aux 24 heures de Daytona. Deuxième comme meilleur résultat en 2014, mais il a aussi fait les 12 heures de Bathurst, là aussi deuxième comme meilleur résultat en 2015, mais surtout les 24 heures du Nürburgring qu'il remporte à 3 reprises, en 2012, 2014 et 2017, marchant ainsi dans les traces de son oncle double vainqueur de l'épreuve en 90 et 91. Au final, si son passage en monoplace était correct, il a surtout eu une très bonne carrière en GT. Une carrière honorable qui peut faire des envieux, et en 2024, il est encore actif. Passons au troisième et dernier pilote de la vidéo. Là encore, les Palmer seront évoqués dans les familles en sport automobile avec Jonathan, Will et Jolyon. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser au parcours du père. Pour Jonathan Palmer, né le 7 novembre 1956, tout débute à Londres. Très bonne date de naissance au passage. Jonathan eut un parcours très singulier car il suit un cursus médical jusqu'au point de devenir justement médecin en hôpital, ce qui lui vaudra le surnom de Doc Palmer. Jonathan bascule à la fin des années 70 où il débute sa carrière de pilote en Formule Ford de 1600. Quoi de plus classique pour un Anglais me direz-vous? En 2 saisons, Palmer réalise de bonnes choses qui lui permettent d'accéder à la F3 britannique en 81. Et Jonathan explose tout le monde. 7 pôles, 8 victoires et bien évidemment le titre. En 3 saisons, Jonathan s'est déjà fait un nom et il apparaît sur les radars de la F1. Dès 1982, il devient pilote-essayeur pour Frank Williams. Bon, il manque peut-être un petit peu d'expérience pour être jeté dans le grand bain de la sorte, mais au moins, en essai, il se fait la main. En 82, il rejoint les rangs de la F2, mais les résultats ne sont pas aussi fulgurants. Un podium et une 9e place au championnat. Le Doc redevient humain, mais il peut compter sur un meilleur matériel en 83. Désormais équipé du moteur Honda, Jonathan retrouve la victoire. La première à Hockenheim en début de saison, avant d'en enchaîner 5 en fin de championnat entre Donington, Misano, Pergusa, Zolder et Mugello. 6 victoires, 4 pole positions et le titre de F2. L'une des ascensions les plus clean possibles pour un pilote qui aspire à entrer dans l'élite. Ce n'est pas tout, car en plus de la monoplace, il réalise quelques piges en endurance avec notamment une 3e position aux 1000 km du Nürburgring sur une Porsche 956, ainsi qu'une victoire en C2 à Spa avec une Mazda 13B. Bref, Jonathan Palmer a le vent en poupe et il effectue ses débuts en F1 avec Williams lors du Grand Prix d'Europe en fin de saison. Malheureusement, la marche est plus dure que prévu et Jonathan subit. 25e et avant-dernier des qualifications, il ne termine qu'à une maigre 13e place à 2 tours du vainqueur. Mais ça n'efface pas tous les bons résultats obtenus jusqu'ici. En 84, il devient titulaire chez Ram. Et là, Jonathan va connaître la frustration d'avoir une mauvaise voiture entre ses mains. La Ram, propulsée par un faiblard moteur Hart, ne peut lutter et Palmer subit. Comme beaucoup d'autres avant et après lui, il tombe dans l'anonymat à cause d'une mauvaise voiture. Malgré tout, il se qualifie presque à chaque fois et termine 3 fois 9e en profitant des abandons, ce qui témoigne malgré tout de son talent. En parallèle, il joue devant en endurance avec Porsche, où il remporte même la victoire lors des 1000 km de Brands Hatch. Mais la F1 reste son programme principal et après une saison de galère chez Ram, il s'en va rejoindre l'écurie allemande Zack Speed. Il devient l'unique pilote de cette petite équipe, mais la voiture n'est pas franchement meilleure que la Ram. Pire, la fiabilité est désastreuse et il ne rallie l'arrivée qu'une seule fois. En parallèle, il termine 2e des 24 heures du Mans avec Porsche, derrière un certain Paolo Barilla. Malheureusement, sa saison 85 est écourtée par un accident à Spa en endurance. La saison 86 est dans la continuité de 85 avec Zack Speed. Pas de performance, même si la fiabilité est un poil meilleure. Mais toujours pas de points en Formule 1. Au final, Palmer s'illustre par ses qualités de médecin ou à Brands Hatch dans un départ chaotique qui a conduit au terrible accident de Lafitte, l'anglais porte assistance aux Français. Heureusement pour lui, 87 s'annonce sous de meilleurs auspices car il rejoint Tyrrell. Même si l'écurie de Ken n'est plus aussi flamboyante qu'autrefois, elle est bien mieux lotie que Zack Speed et Palmer retrouve un petit peu la lumière. Jonathan score ses premiers points avec 3 entrées dans le top 6, 2 5e places à Monaco et Hockenheim, et même une 4e place lors de la dernière course à Adélaïde, acquise sur tapis vert après la disqualification de Senna. Palmer n'a pas perdu son talent, non, il était juste au mauvais endroit. Au terme de cette saison 87, il décroche même le titre Jim Clark. Un titre honorifique qui récompense le meilleur pilote atmosphérique. De plus, il retrouve la victoire en endurance avec Porsche lors de la manche au Nürburgring. 1988 est dans la continuité de 87 avec Tyrrell, et Jonathan retrouve les points à 3 reprises, à Monaco, encore, mais aussi au Canada et à Détroit. Mais la Tyrrell est de moins en moins à l'aise et les années passent pour Palmer. 1989 sera sa dernière saison,
Il parvient tout de même à sécuriser un point à Imola, mais l'arrivée de Jean Alesi à compter du Grand Prix de France va mettre l'Anglais sur la sellette. L'Avignonnais écrase Palmer qui se voit écarté de la F1 en termes de la saison, où il est parvenu à inscrire un dernier point au Portugal. Après 83 Grands Prix, Jonathan quitte la Formule 1. Clairement, il peut y avoir des regrets, car au vu de ce qu'il a démontré en formule de promotion, il avait du talent. Comme beaucoup, il n'a pas eu la bonne voiture. Right into Russell, then the very tight hairpin braking, and Jonathan's right up alongside Lindgren, and he's done it again! He's hit Netton Lindgren, spins off! En 1991, en bon anglais qui se respecte, il effectue une saison en BTCC. Ce n'est pas encore l'âge d'or de ce championnat, mais il jouit malgré tout d'une bonne réputation. Avec BMW, Palmer grimpe sur 2 podiums entre Donington et Truxton et clôt le championnat à la 7ème place. N'oublions pas une nouvelle participation aux 24 heures du Mans, cette fois-ci avec Sauber Mercedes. 1991 sera sa dernière saison, car après cela, il raccroche le casque. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car en 93, suite au décès de James Hunt, Palmer rejoint un temps Murray Walker dans la cabine des commentateurs. Après cela, Jonathan crée sa catégorie de monoplace avec la formule Palmer Audi. Les joueurs de Toka Race Driver en ont sûrement entendu parler. Une catégorie intéressante qui a notamment couronné Justin Wilson, premier champion en 98, et Bruce Johanny en 2000. Bon businessman, il se voit confier les rênes de l'éphémère championnat de Formule 2 relancé en 2009. Un championnat à l'accent très britannique qui ne réussira pas à se faire une place dans la pyramide d'accession à la F1. Il s'arrête après la saison 2012. Évidemment, Jonathan a accompagné son fils Jolyon durant ses jeunes années. Ce dernier remportera la F2 comme papa en 2014 et débarquera en Formule 1 chez Renault en 2016. Sans oublier son autre fils, Will Palmer. De plus, Jonathan est l'un des propriétaires des circuits de Brands Hatch, Donington, Oulton Park, Snetterton et Caldwell Park, ainsi que d'autres circuits hors Royaume-Uni via la société MSV Motorsport Vision. On arrive au bout de ce deuxième opus de Pilote oublié, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me suggérer des idées et de noms d'autres pilotes qui pourront être traités par la suite. Voilà, après, vous savez quoi faire sur la plateforme. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, mais surtout n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. À la prochaine. Ouais, Barilla, Winkelhock, Palmer. Au final, celui qui a eu la carrière la plus longue, j'ai l'impression que c'est Winkelhock. Mais quand on voit Barilla et Palmer, c'est vraiment leurs 2 reconversions après. Enfin, Palmer est toujours en sport automobile, mais après leur passage en tant que pilote, ben c'est vraiment réussi, quoi. Après, voilà, il faut des opportunités aussi, mais vraiment, c'est impressionnant. Il y a des pilotes comme ça qui arrivent à faire une reconversion de dingue. Je sais que par exemple, Jaime Alguersuari, il est devenu DJ. Jarno Trulli, il fait du vin. Alesi aussi, je crois qu'il fait du vin, si je dis pas de bêtises. En tout cas, les producteurs, voilà, vous avez compris. C'est intéressant ça aussi, ces sujets-là. Mais il y en a déjà il y a pas mal de monde qui l'ont déjà traité. Voilà. Bref. Des bisous.